Welcome to the economy of the collapse. Bienvenue à l'économie du déclin. Aujourd'hui, si l'étalement urbain n'était pas le problème, pendant des décennies, on nous a répété la même chose, ad nauseam. L'étalement urbain, c'est mauvais. Et là, encore la semaine passée, je voyais la mairesse de Sainte-Adèle publier une petite image là, dramatique où on nous dit, là, passer Saint-Jérôme, là, ça, c'est pas bon, là, ça, c'est de l'étalement urbain. On va mettre l'image de l'écran. Les banlieues, là, c'est mauvais, hein? Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de ça. Il y a même eu des shows, là, je pense que dans le temps d'un gars, une fille, là, il allait chez des amis à Saint-Eustache, là. Et mon Dieu, là. Ouf! Saint-Eustache! Hein? Les maisons, là, unifamiliales, là, ça, c'est mauvais. C'est mauvais, ça. Des gens, là, qui ont du gazon. Là, 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 là. Les voitures, là, pouah, ça, c'est mauvais, là, hein? Comme disait Luc Ferrandez, là, faut faire la guerre à l'auto, là. Faut rendre ça difficile, hein, pour que les gens, là, ils délaissent leur voiture, là, et qu'ils enfourchent leur bicyclette, hein. Ah oui, ben, les gens de Saint-Jérôme, sur la bicyclette, ça va bien aller, ça. Et la solution, là, c'est toujours la même chose, hein. Plus de densité. On met les gens ensemble dans des tours multilogements, des tours de condos, là, puis on les transporte là, avec du transport collectif, hein, puis des petites boîtes, là, hein, des petits pigeonniers, hein, moins de terrain, pas de terrain, moins d'automobile, pas d'automobile, hein. Mais ça, là, désolé, mais c'est de la grosse bullshit. Hein? Puis aujourd'hui, j'aimerais poser une question très très simple. Et si l'étalement urbain, là, c'était pas le problème? En fait que l'étalement urbain, là, c'est un concept, là, justement, à la sauce, là, World Economic Forum, hein, de Klaus Schwab et compagnie, qui nous met toutes sortes d'agendas pour 2030. Puis notre premier ministre Carney, là, qui n'arrête plus de répéter le nouvel ordre mondial. Je pense que ceux qui disaient que c'était de la théorie de la conspiration, je pense qu'ils en ont pour leur argent, là, parce que le premier ministre le dit directement lui-même, sans aucune gêne. Et c'est le véritable problème, était que les planificateurs, là, les urbanistes et les gouvernements, là, ont été complètement programmés avec cette doxa-là, qui émane du Forum économique mondial. Puis on l'a en vidéo, là, Klaus Schwab qui dit on aime ça, là, des jeunes, justement, là, comme Justin Trudeau, là, on peut pénétrer leur cabinet, là, puis aller là, les influencer. Donc c'est pas du complot, il le dit lui-même. Hein? Et ces gens-là là, refusent d'accepter ce que les citoyens là, choisissent lorsqu'ils sont libres de choisir. On va le voir tout à l'heure. Mais commençons par quelque chose d'intéressant. Le terme lui-même, là, étalement urbain. Hein? En anglais, on dit urban sprawl. Remarquez le vocabulaire. Hein? On parle pas d'expansion, on parle pas de croissance. Souvent, on aime le mot croissance. C'est drôle, là, il n'y a pas de croissance. On parle pas de développement, on parle pas de liberté résidentielle. On parle d'étalement. Tellement, ça, c'est pas bon, ça. Sprawl. Ça, c'est mauvais, hein? C'est un mot là, qui évoque là, quelque chose qui est désordonné. Là. Il faut intervenir, on peut pas laisser ça aller. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Hein? La bataille commence déjà dans les mots, comme toujours. Parce que lorsqu'on contrôle le vocabulaire, on influence déjà la conclusion. Hein? Pourquoi les gens s'éloignent-ils des centres-villes? Ça, c'est la question fondamentale. Personne ne force les familles à acheter une maison à 45 minutes ou à 1 heure du centre-ville. Personne ne force les gens à acheter un terrain. Personne ne force les gens à déménager vers les régions. Ils le font volontairement. La question, c'est pourquoi? Parce qu'ils y trouvent de la valeur. C'est tout. Hein? Pendant des années, on nous a expliqué ce qui était bon pour nous. Hein? On a notre gouvernement maman qui nous dit voici ce que tu as le droit de faire et une liste d'interdictions très très longues à la passe-partout. Et là, ça va très très loin, là, puis les gens en ont eu des anecdotes où on mesure les bancs de neige maintenant
pour que les enfants n'aillent pas dans une butte de neige. Ils pourraient peut-être culbuter ou tomber assis dans la butte. Et là, et voilà. La COVID est arrivée. Et soudainement, des millions de personnes ont découvert quelque chose. Ils n'avaient plus besoin d'être au bureau 5 jours semaine. Parfois 2 jours, parfois 1 jour, parfois aucun jour. Et alors, ces personnes-là ont fait un calcul. Pourquoi payer une fortune pour habiter dans une boîte de 700 pieds carrés? Pourquoi renoncer à un terrain? Pourquoi renoncer à une cour? Pourquoi renoncer à la nature? Pourquoi renoncer à la propriété? Simplement pour être plus près d'un bureau que je ne fréquente presque plus. C'est ici que l'histoire devient fascinante, parce que pendant des décennies, les experts ont dit une chose. Puis les citoyens ont eu l'occasion de choisir. Et qu'ont-ils choisi? Le contraire! Ils ont choisi plus d'espace, plus de terrain, plus de propriété, plus de nature, plus de tranquillité. Ils ont voté avec leurs pieds. Ils ont quitté les centres. Pas tous, mais suffisamment pour que le phénomène soit impossible à ignorer. Maintenant, parlons du Canada. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde. Nous possédons l'une des plus faibles densités de population des pays développés. Nous avons de l'espace, du territoire, des ressources, et pourtant, nous agissons souvent comme si l'espace était une ressource rare. Comment est-ce possible? Comment un pays immense comme le Canada peut-il avoir autant de difficultés à permettre à ses citoyens d'accéder à la propriété? Et là, pendant plus d'un siècle, le rêve nord-américain était relativement simple. Une maison, un terrain, une famille, une voiture, une certaine autonomie, la fameuse White Picket Fence. Aujourd'hui, ce rêve est présenté par nos élites comme un problème. Un problème qui demande des interventions. Comme quelque chose de dépassé. Quelque chose de... C'est des attardés qui veulent encore ça. C'est des gens qui n'ont pas compris, qui ne sont pas encore éveillés. Comme quelque chose qu'il faudrait remplacer. Mais pourquoi? Qui décide que le rêve doit changer? Le télétravail a bouleversé l'équation. Pendant des décennies, la proximité du centre-ville justifiait le prix. Aujourd'hui, cette prime devient beaucoup plus difficile à justifier. Et c'est pas juste la prime, c'est aussi la qualité de vie. Si je vais au bureau 1 ou 2 fois par semaine, pourquoi habiter à 5 minutes du bureau? Pourquoi ne pas habiter à 30 minutes, à 60 minutes ou à 90 minutes proche de où sont mes loisirs, proche de ce que j'ai envie? Pourquoi ne pas choisir davantage d'espace? Maintenant, parlons d'économie. Les villes ont investi des milliards dans des réseaux de transport collectifs, des infrastructures urbaines, des centres-villes, des services municipaux. Et les propriétaires immobiliers ont investi des milliards. Les promoteurs ont investi des milliards. Les institutions financières ont investi des milliards. Alors, que se passe-t-il si les citoyens décident massivement de partir? C'est là qu'apparaît une tension. Pas nécessairement une conspiration, pas nécessairement une mauvaise intention, une tension économique. Les citoyens veulent parfois davantage d'espace lorsqu'ils ont le choix, et le système urbain a été construit en supposant qu'il resterait. Et c'est ici que j'arrive au cœur du débat. Dans une société libre, qui devrait décider de où les gens vivent? Les citoyens? Des planificateurs obscurs dans des cubicules? Les familles? Ou des experts non élus dont on ne sait pas d'où ils viennent, des gens du World Economic Forum, ou des préférences individuelles, ou des modèles théoriques, parce que, au fond, là, l'étalement urbain n'est rien d'autre qu'une conséquence. La conséquence de millions de décisions individuelles. Et si les citoyens voyaient quelque chose que les experts ne voient pas, et si l'espace avait une valeur très importante, et si la propriété en soi avait une valeur, et si la nature avait une valeur, et si l'autonomie résidentielle avait une valeur, et si le problème n'était pas que les gens quittent les centres, mais que les centres offrent de moins en moins ce que les gens recherchent. Je suis pas ici pour dire que la densité, elle est bonne ou elle est mauvaise. Je suis pas ici pour dire que les centres-villes sont mauvais en soi. Je ne suis pas ici pour dire que le transport collectif, là, c'est mauvais en soi. Mais il y a quand même une réalité que beaucoup de gens n'ont plus envie de prendre ce transport collectif-là. On voit des vidéos de gens qui se font pousser devant le métro, la violence
reliée à l'immigration massive. Les gens la voient sur Internet à tous les jours. Le métro, c'est pas toujours agréable, les autobus non plus. Des fois, il y a des odeurs, il y a des gens qu'on n'a pas envie de toucher qui nous touchent. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans. Et si certaines personnes n'avaient plus envie de vivre ça, je pose simplement une question. Pourquoi considère-t-on automatiquement que l'étalement urbain est mauvais? Pourquoi ne peut-on pas envisager que pour plusieurs familles, il s'agit simplement de la meilleure option disponible? Particulièrement pour des gens qui veulent avoir des familles, qui veulent avoir des enfants. Il suffit d'avoir eu des enfants pour savoir à quel point c'est agréable de tout simplement pouvoir ouvrir la porte patio et qu'ils puissent jouer à l'extérieur en toute sécurité. Pourquoi ne peut-on pas reconnaître que des millions de personnes choisissent volontairement davantage d'espace lorsqu'on leur en donne la possibilité? L'étalement urbain est souvent présenté comme un problème et on veut intervenir pour forcer les gens à rester dans un certain rayon. Hein? Et de cette façon-là, on les force à payer des taxes à ces infrastructures, à ces municipalités qui ont des infrastructures municipales. Et souvent, on les force, en les forçant tous à rester là, on les force à louer, hein, à des gens qui ont des capitaux, qui ont investi. Mais le problème, là, c'est pas censé, d'être ce que les gens aiment. Hein? Et lorsque les gens obtiennent davantage de liberté de choix, une partie importante d'entre eux choisissent précisément ce que les urbanistes appellent l'étalement urbain. Alors peut-être que la question n'est pas comment arrêter l'étalement urbain. Peut-être que la véritable question est pourquoi autant de citoyens le choisissent-ils lorsqu'ils sont libres de choisir? Parce qu'en économie, les préférences révélées sont souvent plus importantes que les discours. Et depuis la COVID, des millions de citoyens ont révélé quelque chose. Ils accordent énormément de valeur à l'espace, à la propriété, à la nature, à l'autonomie, à la liberté de choisir où vivre. Et peut-être que toute bonne politique publique devrait commencer par respecter cette réalité. L'étalement urbain n'est peut-être pas un échec de la planification, en fait. Il est peut-être simplement le résultat de millions de citoyens qui exercent leur liberté de choisir la vie qu'ils veulent réellement vivre. Et si on est d'accord avec ça, il faudrait arrêter de parler d'étalement urbain, hein, et plutôt parler de la croissance dans l'occupation de notre territoire.